On a l'impression d'être dans le parc Astérix des 80s. C'est ça, ouais. La direction du film est décevante quand on se rend compte que ça va pas déconstruire quoi que ce soit. Quand on regarde l'affiche du film, ou pire, quand on regarde la bande-annonce, On voit tout le film, c'est ça que tu veux dire? qui peut se douter que ce soit un cinéaste, auteur, intellectuel à la barre? C'est plutôt là que j'allais. Ouais, oui, ok, ouais. Parce Oui, que... Moi, je l'ai appris à la fin du film. Ah ouais? En voyant le générique. Tout de ma gueule. Je savais plus, j'avais complètement oublié. Enfin, je l'ai su, mais j'ai complètement zappé que c'était lui. Tu peux me rappeler son nom? David Robert Mitchell. David Robert Mitchell. Qui est donc le réalisateur de It Follows et ensuite de Under the Silver Lake, qui était sorti il y a 8 ans désormais, donc ça fait quand même très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il a fait un premier film, je crois, avant, qui s'appelle The Myth of American Sleepover. Que j'ai pas vu, mais qui est souvent... Ouais. Enfin, on sait pas forcément qu'il a fait ce premier film. Mais qui est donc un cinéaste qui a eu énormément de gloire au moment de It Follows, qui était un film d'horreur qui avait fait beaucoup parler de lui, qui avait retenu beaucoup l'attention. Et, Super film. Qui était très bien. Et Under the Silver Lake, beaucoup moins. Film un peu étrange, un peu... Très décevant. un peu difficile d'accès pour un film bizarroïde, ouais. Pour beaucoup de gens. Bizarroïde serait peut-être le meilleur mot pour le qualifier. Manifestement, il a quand même eu les moyens de faire son film avec le plus gros budget, qui est The End of Oak Street. Est-ce que Julien, tu peux nous pitcher The End of Oak Street? Tu n'as pas l'air d'utiliser ta chemise dinosaure pour le faire. C'est très simple. Imaginez des dinos dans votre jardin. Ouais. C'est Jurassic Park 2. C'est la fin du pitch. Imaginez que Isla Nublar soit téléportée plutôt que vous soyez... Ouais. Ouais, voilà. Ça. Ouais. En gros, ça se passe dans les années 80 ? Ouais, 82. 1982. 80. Une banlieue pavillonnaire mignonne et hypocrite, comme on peut l'imaginer, se retrouve téléportée à l'ère, non pas du Jurassique, mais du... Encore avant. Mais non, mais à une ère où il y avait vraiment des dinos, parce que dans le Jurassique, il n'y avait pas tant de dinos que ça, je crois que c'est ça mais si. Mais non, je crois que justement... Mais si. Jurassique et Crétacé, il y a des dinosaures, tout le monde sait ça. Oui, mais alors... Il n'y a pas un truc comme quoi les dinos de Jurassic Park, c'est pas vraiment des dinos du Jurassic? Ça, c'est possible, ouais. Bah là, c'est les mêmes dinos, là. Bon, allez. Ils mangent des gens et... C'est pas vraiment les mêmes, il n'y a pas de direct. Bref, du coup, tout le quartier se retrouve emprisonné téléporté dans une ère ancestrale. Et évidemment, les dinos qui sont autour, ils continuent de se balader, de vivre leur vie de dinos. Mais là, il y a des humains à croquer. Et pour les humains, c'est tout bonnement l'enfer, puisqu'il n'y a aucun échappatoire à part... la survie. C'est ça. Et donc on suit une famille en particulier. C'est ça. Une famille dysfonctionnelle. Classico du voilà. Écrivez-le le film. Un père un peu démissionnaire, la mère qui prend tout sur les épaules. On sent qu'ils sont à deux doigts un peu de la séparation au début du film. Ils ont chacun leur part de petits secrets. C'est ça. Ils ont 2 enfants et évidemment cette aventure va ressouder la famille. Ressouder, en tout cas leur donner une occasion de mettre à l'épreuve ou de remodeler cette famille qui battait de l'aile. Et le film devient une espèce de vraiment de film d'aventure. Les gens ont comparé un peu à Spielberg aussi, parce qu'il y a des simplement des dinosaures qui sont maintenant un watermark Steven Spielberg dessus. Mais en tout cas... Il y a des plans de dinos que tu peux pas faire sans dire que c'est Spielberg. Genre quelqu'un qui se cache derrière un objet pour se cacher d'un dinosaure, c'est Jurassic Park. C'est tout simplement Jurassic. Mais en tout cas, il y a un côté film d'aventure. J'allais dire assez premier degré, mais je pense que la question est pas si simple que ça, on pourra en parler. Ouais. Mais en tout cas, un film d'aventure comme ça, de survie, où on va passer de scènes plus intimistes à des scènes d'action, avec des rebondissements, quelques petites touches d'humour, quelques petites touches de gore aussi, c'est pas trop un film familial. Et voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, Loïc? Est-ce que tu es monté dans les montagnes russes et tu t'es éclaté, quoi? T'as levé les bras? Moi, j'ai un avis un peu nul sur le film, c'est-à-dire que je trouve que c'est un cinéaste vraiment intéressant à la barre, et tu vois qu'il y a plein d'idées de mise en scène intéressantes, qu'il y a plein d'enjeux, et qu'il y a plein de scènes où tous les plans me semblent à chaque fois les plus justes et les plus savamment choisis pour filmer un scénario qui ne m'intéresse pas du tout, qui est celui donc, comme on l'a dit brièvement... tout droit venu des années 80, clichés, représentation d'une famille, d'enjeux, etc., qui sont en fait très surannés. Et j'ai pas la sensation que, en fait, ce cinéaste-là, mais même depuis It Follows, soit sorti un peu des enjeux des années 80, alors qu'il a une mise en scène qui, elle, est très contemporaine.
Et j'ai la sensation, devant ce film, plus qu'avant, qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre ces méthodes de mise en scène qui sont très contemporaines, très froides, et qui ont en fait cette teinte un peu du contrôle fincherien, j'ai envie de dire, à plein de moments, pour filmer une histoire plus Spielbergienne ou plus Abramsienne, vu qu'il produit le film. De J. Abrams. Qui, eux, sont un peu vus et revus, et il n'y a aucune surprise devant le film, il n'y a aucune idée thématique ou même de représentation, et je me suis dit notamment qu'en fait j'avais la sensation que Spielberg, avec son Jurassic Park, était plus en avance thématiquement que ce film-là, dans la mesure où, ce qui est génial de mon Jurassic Park, je trouve, c'est que les dinos ne sont pas juste terrifiants, ils sont aussi merveilleux, fascinants, beaux, et en fait tout le film joue sur cette dialectique-là, qui est en permanence, par exemple, la fameuse scène du T-Rex, il n'est pas que terrifiant, il est aussi majestueux. Quoi. On a aussi envie de le voir. C'est ça. Enfin, ça se joue aussi sur ce double truc du film d'horreur, on a envie de voir on redoute autant le monstre qu'on a envie de le voir, parce qu'on est venu voir le film pour ça. Quoi. Exactement. Et ça, c'est génial devant Jurassic Park, et ce film-là évacue un peu la question en simplifiant les créatures comme étant juste des créatures terrifiantes. Je pense qu'il y a aussi des enjeux purement techniques qui donnent cet effet-là. Le fait que dans Jurassic Park, on voit davantage les peaux des dinosaures qui semblent un peu plus proches du cuir, qui donnent un effet un peu plus presque, j'ai envie de dire, flatteur et tangible, alors que là, les effets spéciaux numériques se concentrent notamment sur les plumes, sur les poils, sur, on va dire, l'épiderme, non, justement pas l'épiderme, ce qu'il y a par-dessus, et donc tu sens moins je sens moins la matière du dino, je sens moins son existence corporelle, quoi. Moi, je pense que je suis un peu, enfin, en tout cas, je trouve le film plutôt sympathique, mais sans que jamais je me dise qu'il y a quelque chose de vraiment de spécialement singulier en fait devant ce film-là. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi par rapport à ce que tu disais de David Robert Mitchell, au sens où moi j'ai vu que Under the Silver Lake, j'ai pas vu ces autres films, j'avoue, mais c'est un film qui m'intéresse, et en même temps que on en a parlé plusieurs fois avec Julien déjà, mais en même temps que je trouve pas tout à fait réussi, à mon avis, qui se prend un peu les pieds dans ses ambitions, mais que je trouve être un film vraiment, vraiment bizarre, qui est une espèce, donc, pour les gens qui l'ont pas vu, mais on suit un personnage qui rentre dans une espèce de délire complotiste où il voit partout autour de lui des indices, des codes secrets à déchiffrer, et il rentre dans une espèce de spirale paranoïaque, qui est un espèce de jeune oisif, enfin un trentenaire oisif joué par Andrew Garfield. Et il y a cette idée un peu dans Under the Silver Lake de finalement dévoiler, en tout cas retourner un peu des emblèmes de pop culture, tout ce qui fait la surface un peu publicitaire de l'Amérique. Et c'est vrai qu'il y a un côté 80s dans... Il y a Spider-Man d'ailleurs. Il y a Spider-Man d'ailleurs, dans Under the Silver Lake. Et de retourner un peu ce côté 80s pour voir si est-ce qu'il n'y a pas un abîme caché derrière, une manipulation, etc. Avec aussi cet enjeu un peu contemporain de le monde comme un ensemble de signes indéchiffrables, quoi, pour le dire un peu vite. Mais en tout cas, je me suis donc interrogé en voyant démarquer ce film et en voyant sa première scène notamment sur est-ce que David Robert Mitchell allait poursuivre un petit peu dans cette veine, on va dire, de voir un peu derrière le vernis ce qui se joue. Et au début, je me suis dit que le film allait un peu dans cette direction, puisque ça commence effectivement par des plans extrêmement harmonieux comme ça de cette banlieue américaine. Ils font une espèce de grand barbecue tous ensemble, mais progressivement on se rend compte que les choses sont pas si simples, que le mari, donc, qui est joué par Ewan McGregor, ment un peu à sa femme qui est jouée par Anna Thaoué, que elle en fait est celle qui tient la famille vraiment, et que le père est un peu démissionnaire. Donc il y a une idée un petit peu de, on va dire, casser, j'ai envie de dire, l'archétype de la famille. Le mythe, ouais. C'est ça, en montrant que finalement c'est rempli de tensions sous-jacentes. Et il y a cette idée notamment de la demi-bonnette qui revient plusieurs fois dans le film, donc qui est une technique qui permet d'avoir deux foyers nets dans le plan, et qui donne cette sensation un petit peu qu'il y a deux réalités qui coexistent, où il y a un arrière-fond, une sorte de duplicité, on va dire, au sein même des plans. Et donc cet enjeu, je le trouve intéressant, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout tenu à l'échelle du film. Notamment, on ne va pas révéler, on pourra éventuellement faire un bout spoiler si on trouve ça intéressant, mais en tout cas pour l'instant, ne disons rien de la fin, mais j'ai l'impression que finalement, le film va suivre assez nettement, on pourrait dire, la logique un peu
essentiellement réactionnaire du film catastrophe, c'est-à-dire la catastrophe met en péril un équilibre qu'il s'agit de restaurer. Et en fait, à la fin du film, on est revenu au point de départ et tout va pour le mieux, quoi. Et en fait, alors qu'il y a des choses intéressantes, notamment comment est-ce que le père réagit au début à cette nouvelle situation de survie, où il y a toute une idée sur la croyance, où lui se réfugie derrière une espèce d'optimisme qui ressemble un peu à du déni de la réalité qu'ils sont en train d'affronter, etc. Mais finalement, je dirais, le film retourne sur des rails un peu plus classiques, où, un peu comme la guerre des mondes, mais on va dire la crise va permettre de ressouder les membres de la famille qui vont revenir un peu au beau fixe. Et donc je trouve le film un petit peu... je sais pas, soit pas paresseux ou en tout cas pas très ambitieux de ce côté-là, quoi. Il y a une espèce de... Il retombe en fait dans le tracé tout à fait balisé de ce genre de production. Et effectivement, le fait que ce soit un film fait aujourd'hui, mais qui se passe dans les années 80, finalement n'influence pas tellement thématiquement le film, quoi. Il y a juste un délire un peu rétro, notamment cette demi-bonnette qui sont un effet très typé comme ça. Je crois que c'est tourné en pellicule. Enfin, il y a ce côté un petit peu rétro, on va dire, dans la texture du film, mais il n'y a pas du tout de question de recul ou de revoir. Donc c'est là où j'hésitais sur le côté premier degré un peu tout à l'heure, et au final, j'ai l'impression que le film ne déconstruit pas grand-chose, pour le dire un peu comme ça, et que c'est simplement une succession de scènes plus ou moins trépidantes, quoi. Et oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, je trouve que la direction du film est décevante quand on se rend compte que, en effet, ça va pas déconstruire quoi que ce soit, alors que, comme tu l'as dit, en fait, la patine du film est vraiment particulière, c'est-à-dire qu'elle est vraiment poussée, quoi. C'est presque trop 80s. C'est presque trop 80s, et du coup, on a l'impression d'être dans le parc Astérix des 80s. C'est ça, ouais. Et en plus, les banlieues américaines ont ce truc qui font très, je trouve, parc d'attraction, quoi. Enfin, vraiment avec c'est une sorte de des chemins presque, balisés, et, voilà. Et comme on a cette espèce d'occurrence de gore dans ce cadre a priori idyllique de l'Amérique gagnante, quoi, on se dit en fait c'est une, enfin il y a une sorte de jeu de, pas de pied de nez, mais c'est un peu cynique en fait sur et en fait pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire que plus le film avance, moins salé, et du coup c'est trop bizarre, je trouve. Mais en fait c'est presque là que je regrette que le film ne fasse pas un peu ce que les films d'horreur classiques autorisant depuis 10-15 ans font, c'est-à-dire des métaphores. Bah, c'est un peu en plus franchement, une des choses dont David Robert Mitchell a été l'un des fondateurs. Enfin, en tout cas, It Follows a été un film important de ce côté elevated. Oui, parce que It Follows racontait comment est-ce que en faisant l'amour avec quelqu'un d'autre, tu lui transmettais une malédiction qui était que tu te faisais poursuivre indéfiniment par une sorte de monstre terrifiant, une entité implacable, voilà, qui te poursuit inéluctablement jusqu'à ce que tu couches avec quelqu'un d'autre, auquel cas tu lui redonnes. Donc évidemment, métaphore du VIH ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Donc on pouvait un peu s'attendre ici à ce qui est... Tout un truc un peu sur l'inceste aussi dans It Follows. Ah, je me souviens pas de ça. Il y a tout un truc sur son père qu'elle voit, qui est décédé, les dernières fois qu'elle voit l'entité, il a la forme de son père. Enfin, il y a un truc qui est un peu pas dit à ce niveau-là, et du coup qui laisse ouvert à l'interprétation, et qui du coup, bon voilà, évidemment, comme tout part d'une relation sexuelle, tu affabules oui, ça peut être plein de choses. D'ailleurs, Robert Mitchell travaille sur une suite de It Follows, They Follow. Mais It Follows, j'en profite pour le recommander. Moi, je l'ai découvert il y a... c'est Ariane qui me l'avait recommandé, là. C'est vraiment très bien. Enfin, franchement, je sais que quand c'est sorti, ça avait fait énormément de bruit. Il y avait une énorme hype autour du film. Je l'avais pas vu à ce moment-là. Et du coup, j'étais réticent à y aller parce que j'aime pas trop, pour le coup, Under the Silver Lake. Enfin, c'est un film contre lequel j'ai pas tant apprécié, voilà. Et It Follows, c'est vraiment génial. Et je trouve qu'on retrouve quand même... Je t'ai coupé, en fait, non ? Non, pas du tout. Je trouve qu'on retrouve une sorte de... J'en ai rien à foutre. Je trouve qu'on retrouve une sorte de... Dommage. Enfin, on sent que c'est pas... En fait, c'est ce que je me suis dit. J'avais oublié que c'était un film de David Robert Mitchell. Mais tout de suite, je me suis dit... C'est hyper bien filmé. Ouais. The End of Oak Street. Enfin, peut-être pas tout de suite, parce que
il y a au début ce début un peu trop cliché, trop parfait. En fait, qui commence un peu comme un bienvenue à Suburbicon ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est tellement too much qu'en fait, il faut faire tomber voilà, ce délire. Un peu à la Stephen King. Exactement, mais il y a un côté très, très kingien en fait, vraiment dans le pitch et dans la façon dont le film se résout aussi. Je trouve que on retombe sur on a l'impression d'avoir lu une nouvelle de Stephen King qui nous aura pas tant marqué que ça, mais qui a des moments de bravoure, quoi. En gros, c'est ça. Et je trouve que en fait, les premières occurrences des dinos, pour le coup, c'est vraiment très bien filmé. Je pense notamment à ce plan de Ewan McGregor qui bat à l'ombre, où il a l'impression qu'on voit dans l'abondance, qu'on voit maintenant, qu'on a l'impression qu'il voit son chien. En fait, il se rend compte qu'il y a un truc bizarre avec cette ombre. Ouais. Et après, il y a tout un plan où il est derrière une palissade, il court. Il y a un énorme travelling latéral et on voit juste les objets du jardin qui se font balayer par quelque chose de fort et de implacable, quoi. Donc le linge, le truc et tout. Et ça, c'est à la fois génial parce que on a l'impression que c'est un peu cheap parce qu'il n'y a pas de créature. Ouais. Et en même temps, c'est vraiment super, quoi. C'est le verre d'eau de Jurassic Park. Enfin, il y a un truc très matériel et en plus, c'est un jardin. Enfin, là, on se dit, il y a une métaphore qui va se tisser parce que c'est le jardin. C'est la maison, c'est l'entité de la maison qui se fait au début hachée par les bêtes, en fait. Pas tant que ça. Et c'est amusant parce que d'ailleurs, je me suis dit, mais du coup, toi, t'as pas vu It Follows, non. Mais il y a une séquence un peu gore au milieu aux 2/3 du film. Et il y a. Non, de quoi tu penses pas à celle de la plage? Ouais, je pense à celle de la plage de It Follows et à celle de The End of Oak Street. En gros, il y a un moment, il manque une jambe, quelque part, sans divulgacher. Et en fait, quand j'ai vu le plan dans The End of Oak Street, je me suis dit, on dirait vraiment. J'ai l'impression que c'est le même effet spécial que sur It Follows. Genre, c'est exact. Drôle. Je pense que c'est juste c'est un effet très simple où j'ai l'impression que c'est fait sur Photoshop, quoi. Vraiment, il y a un truc. Et du coup, à la fin, quand j'ai vu son nom, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, c'était le même gars. En fait, c'était le même gars, ouais. Ah, ouais. Mais c'est vrai que moi, dans le film, j'aime beaucoup comment, surtout, comme tu l'as dit, pendant la construction, l'apparition des dinos progressives et tout, il y a vraiment une idée des deux champs. On le mentionnait avec la demi-bonnette, mais j'ai l'impression que c'est présent pendant tout le film, une idée en permanence de révélation par le mouvement de la caméra, par la demi-bonnette. Et par l'arrière-plan, beaucoup. Exactement. Par le changement de point ou l'arrière-plan, notamment. Bon, c'est un peu un effet évident, mais le groupe au milieu et un dinosaure qui s'approche petit à petit derrière, le spectateur le voit, pas les personnages. Et en fait, ce genre d'effet est utilisé en permanence dans le film. Et autant je trouve ça très intéressant, autant si au fond, cette idée de plan n'a rien de plus à raconter que uniquement filmer de l'action, faire un petit suspense, faire un petit suspense ou quoi, c'est un peu dommage. Et pour reparler de Jurassic Park, cette ambivalence entre peur et admiration, elle n'est pas uniquement dans la représentation des dinosaures, elle est en filigrane dans tout le film, et c'est un peu le sujet du film d'ailleurs, on peut dire. C'est le sujet du parc. Oui, aussi. C'est ça, c'est en fait, à force d'être fasciné par quelque chose, ça va nous détruire, c'est un peu, à force de vouloir se rapprocher du soleil, ça va nous brûler les ailes, pardon. Et c'est pour ça que le film marque autant, et c'est pour ça que autant d'enfants ont été fans absolus de dinosaures après le Jurassic Park, alors qu'ici, j'ai du mal à voir des enfants devenir un peu excités, se poser des questions. À la limite, moi, il y a un truc que je sauve, c'est très bêtement dit, mais c'est le chien. Le chien. Qui ne sert pas juste... Qui s'appelle Starbuck. Et qui ne sert pas uniquement comme première victime dans le film, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. C'est vrai. On a l'impression que ça allait. C'est ça, mais en fait... il a son moment de gloire. Mais et c'est marrant les comparaisons avec Spielberg parce que typiquement dans ces effets de caméra que tu décris, Loïc, où toute cette scène un peu où on comprend qu'il y a des dinosaures mais les personnages les voient pas ensemble, j'ai l'impression que c'est pas si Spielbergien que ça, au sens où c'est des scènes qui reposent beaucoup sur une ironie dramatique. C'est-à-dire que nous, on comprend ce qui se passe, et les personnages, eux, sont un peu mettent du temps à... En fait, on n'est pas au niveau de leur regard, qui est quelque chose pour le coup d'assez Spielbergien, c'est-à-dire épouser le mouvement de la découverte comme ça, etc. Oui, Spielberg, il est beaucoup plus dans regarder le personnage en train de voir, et c'est ça, exactement. Le contre-champ arrive après. C'est ça, on les voit d'abord. C'est ça. C'est dans Jaws, typiquement, le personnage est choqué, on voit son choc, contre-champ, le requin est en train de tuer tout le monde. Même le fameux plan de Jurassic Park où Laura Dern sort de la Jeep, se lève,
contre-champ, la musique se lance, Ouais. on voit les dinosaures au loin, etc. Là, le film, t'as raison, fait l'inverse. C'est ça. C'est-à-dire qu'on voit les dinosaures derrière les personnages, et c'est ça qui crée de la tension. Oui, mais il fait ça dans un second temps, surtout parce qu'au début, on est quand même Sur les signes avant-coureurs, un peu, tu veux dire, de la. Bah, c'est-à-dire que le avant, enfin tout ce truc que je décrivais avec le linge là, jusqu'à ce moment-là, on n'a pas vu les dinosaures plus que les personnages. Oui. Mais on sait ce qui se passe parce qu'on a vu l'affiche, vu la bande-annonce. Enfin, il y a un effet en fait qui est hyper déceptif de savoir de quoi le film va parler aussi avant de le voir. Alors que je pense par exemple c'est moins le cas. Je repense à cette idée de nouvelle, mais je pense une nouvelle dans un recueil de nouvelles. Oui, c'est plus surprenant parce que tu sais pas forcément. Alors que et là en fait, enfin c'est assez terrible. Moi j'avais l'impression d'avoir vu le film avec la bande-annonce quoi. Même si je dois quand même reconnaître que cette espèce de promesse de on va foutre des dinos dans une banlieue américaine, bah ça marche quand même plutôt bien quoi. Je suis là, je vois que le film s'amuse, l'espèce de dino serpent là qui sort de la piscine en mode Snake ça, là, ça j'ai beaucoup aimé. Et il y a quand même un moment où on a l'impression que le film reprend en enjeu et on sent que les personnages sont vraiment en danger, tout ça et tout. Mais il y a toujours cette espèce de, même un peu à la fin de fil un peu ironique où on sait pas trop on sait pas trop en fait à quel point le cinéaste aime ses personnages ou pas quoi. Par exemple, moi à un moment je me suis dit le petit il le déteste en fait. Il va le faire mourir quoi. Bah c'est vrai qu'en plus avec son vieil arc là, à chaque fois il tire des petites flèches. Ça j'ai trouvé ça hilarant. les flèches qui partent n'importe où. Genre tu vois le moment où il saute à la fin là et qui se casse la gueule. Et c'est vraiment filmé en mode t'as l'impression que c'est l'impression qu'il y a tu peux l'entendre dire vieille merde là, tu vois. Raté. Allez. Voilà. T'es sûr. Mais en fait la différence aussi c'est que dans Jurassic Park, même s'il y a un effet de montée en puissance, en fait, il n'y a pas de mystère sur la présence des dinosaures. Oui. On sait qu'ils vont au parc pour voir ça, en fait. Et donc, c'est plutôt, on va découvrir avec eux, c'est le fait de les voir qui fait enjeu, quoi. Là, il y a une espèce de surprise pour les personnages qui n'est pas vraiment partagée par les spectateurs. Et encore une fois, ça peut avoir du sens dans la mesure où c'est surtout dans cette scène autour du personnage de Ewan McGregor qui est ce père un peu dans le déni, etc. Donc, il aurait pu avoir aussi une manière de... transcrire sa position un petit peu ambiguë dans la famille par la manière dont il affronte cette catastrophe et tout. Et il y a d'ailleurs un truc, je dis rien, mais il y a un moment où le film a un geste assez courageux vis-à-vis de ce personnage. Oui, tout à fait. Que moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Je me suis dit, là il y a une espèce de piste hyper singulière parce que ça va pas du tout vers la résolution qu'on imagine. Et voilà, on voit ce que le film fait après. Mais voilà, j'ai trouvé que... Et pareil... C'est marrant parce que je repensais à Under the Silver Lake, il y a tout un truc sur les céréales, les paquets de céréales, ils pensent qu'il y a des indices dedans. C'est marrant parce que là, il y a un gros plan sur des céréales dans un bol, tout un truc où ils sont au petit-déj, ils sont en mode qui veut des céréales et tout. Sauf qu'il n'y a aucun code, quoi. Je trouvais ça très... En fait, je savais jamais si, effectivement, est-ce qu'il y a un degré d'ironie et tout. Alors qu'en plus, le film a, un bon terrain, je trouve, pour se poser des questions, même sans être... trop sur le clin d'œil d'actualité, mais l'idée de dire on met l'américain moyen face à une crise existentielle, comment il réagit quoi. Il prend les armes certes, mais en fait ils le font, mais ça paraît jamais comme je sais pas, quelque chose qui dénote un trait de caractère, en fait ils le font par nécessité, etc. En fait l'aventure avale un peu cette piste, comment il réagit, et c'est pour ça que je trouvais intéressant encore une fois le moment où le père, c'est cette scène où ils sont tous en rond comme ça, il y a beaucoup de demi-bonnettes et tout, et le père dit en gros c'est sûr qu'on va s'en sortir parce que Dieu nous laisserait pas dans cette situation. Il y a une espèce de... il se tourne d'un coup sans prévenir vers la religion alors que a priori il va pas à la messe, etc. Je trouvais que c'est intéressant un peu, quels sont les mécanismes de déni et tout, et en fait j'ai l'impression que l'impératif un peu spectaculaire mange toutes ces tentatives quoi, et finalement ça finit sur des affects totalement équivoque, un peu très conventionnel quoi, le film. Et d'ailleurs maintenant que j'y pense, en fait il n'y a pas beaucoup de travail même d'évolution, que ce soit des personnages ou de la mise en scène. On parlait du rapport un peu de surprise de le dinosaure est au fond du plan, les personnages principaux sont surpris. Oui, il le fait beaucoup. Et en fait c'est quasiment systématique à chaque scène, et il n'y a pas d'abord ça pour commencer le film, ensuite une sorte de survigilance qui serait logique et qui incarnerait une évolution peut-être aussi d'un rapport au monde, pas typiquement qu'aurait pu aller dans ta direction, c'est-à-dire au début on vit dans le déni de la chose et ensuite à quel point la survigilance peut raconter quelque chose.
Et là, d'abord, en fait, j'ai presque l'impression que plus le film va, plus il joue l'effet de surprise, où la scène finale, la dernière occurrence de ça, c'est 5 personnes dans une maison ne voient pas le truc énorme en train de rentrer par une sorte de circonstance qui fait que chacun est occupé à ses trucs. Et une fois ça marche, même ça marche à chaque fois, mais au bout d'un moment on se demande où le film veut nous emmener. Quoi. Pareil, il y a un peu, c'est marrant parce qu'en plus c'est à peu près les mêmes dinosaures, même si donc là ils sont, je pense qu'ils sont plus réalistes dans ce film-là que dans Jurassic Park. Oui, je pense que c'est pour ça que les raptors ont des plumes. Avec des plumes ou les poils, je savais pas, mais je suppose que c'est peut-être un vrai truc. Bref, mais il y a un peu une scène où le couple de héros voit deux, alors je sais pas si c'est des diplodocus ou des brachiosaures, vous m'excuserez. Bien sûr. Mais qui est un peu la même scène que dans Jurassic Park, le moment d'émerveillement, sauf que là, les dinosaures sont en train de copuler, et du coup, il y a une espèce de... Et lui, il pose devant pour prendre une photo et tout. Ça, c'est très drôle. Donc il y a vraiment une scène d'ironie un peu qui casse l'émerveillement. Donc on sent quand même que cette espèce de film un peu plus piquant, il est un peu là, quoi, par moment, mais il n'arrive jamais à la surface. Quoi. Mais c'est pour ça qu'en fait, à la fin du film, moi, je me suis dit, j'aimerais bien que ce gars réalise des films qu'il n'écrit pas. Ou tout du moins qu'il prenne un co-scénariste ou quelqu'un, peut-être pour explorer d'autres dimensions, mais garder quand même son regard qui est très singulier, qui est intelligent, qui est fort, et qui est plein d'idées. Enfin, il y a énormément de plans, il y en a dans la bande-annonce comme ça, le moment où le jeune marche au milieu du jardin, et c'est uniquement le plan qui nous révèle qu'à côté de lui, il y a d'immenses empreintes de dinosaures. Enfin, vraiment, le film regorge d'idées comme ça, quoi. C'est très... Et le film s'amuse quand même avec ce terrain de jeu, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'en viens presque à me poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des films où la forme se suffit à elle-même et nous convient, par exemple Mad Max Fury Road, et on se dit l'histoire est très 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 légère, mais c'est juste le plaisir formel qui nous suffit, et pourquoi là ça suffit pas ? Dans Mad Max, l'histoire est intégrée, enfin elle se mélange aussi à la forme, quoi. T'as ce truc scénaristiquement d'aller-retour. C'est aussi peut-être une question entre guillemets, de ratio, c'est-à-dire que dans Mad Max, il y a un peu le scénario étant réduit à son strict minimum, quoi. Le film a tout loisir d'explorer le reste, alors que là, on sent que c'est quand même un film sur des personnages qui nous sont présentés dans une séquence introductive, etc., où il y a des enjeux qui sont posés vraiment à ce niveau-là, quoi, du film, et du coup, on prête attention. Je sais pas. Et d'autant plus que j'ai l'impression que le film marche vraiment... peu systématiquement entre scènes d'action, scènes de dialogue entre les persos, scènes d'action, c'est vrai. Non, c'est juste.